Bonjour Corinne. Alors je vais prendre juste un petit moment parce que vous avez une foule de casquettes. Vous êtes la fondatrice de l'Alliance pour la mixité en entreprise. Vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Vous êtes par ailleurs en charge des opérations dans le département Global Business Operations and Services chez Sanofi Monde au siège social à Paris. Vous êtes aussi conseillère du commerce extérieur de la France. Donc je termine en beauté. Alors, on parle bien d'égalité et pas de féminisation. J'insiste parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Mais dites-nous d'abord l'AME. En un mot, l'Alliance pour la mixité en entreprise. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis enchantée d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc oui, l'AME, qu'est-ce que c'est? Donc l'AME, c'est une association que j'ai créée avec une autre personne à Lyon. Voici maintenant plus de 13 ans et qui est devenue une grosse association nationale. C'est l'Alliance pour la mixité en entreprise. Donc c'est un méta-réseau de réseaux et de personnes impliquées dans l'égalité hommes-femmes dans différentes entreprises françaises. Donc, parmi les membres, on a beaucoup de poids lourds du CAC 40, Sanofi, Total. Nous avons également des grosses sociétés mixtes, la Caisse des dépôts, EDF et SNCF. Nous avons des plus petites entreprises, SEB, Assystem, donc nous avons Clépierre. Donc voilà, et l'objectif de l'association, c'est nous partageons entre entreprises les bonnes pratiques pour faire progresser l'égalité. Donc les membres sont les réseaux des entreprises, sont des DRH, sont des personnes en charge de la CSR également. Alors, j'y reviens. Égalité et pas féminisation. Pourquoi c'est important cette distinction? Parce qu'on peut féminiser un peu. On peut passer de 2 à 4%, par exemple. Et on aura féminisé. Et on aura féminisé, mais on n'aura pas atteint l'égalité. Le but ultime, c'est l'égalité. Et l'égalité de quoi? L'égalité des chances, l'égalité des possibilités. C'est-à-dire juste s'assurer que les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d'exprimer leur talent dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de mots, diversité, inclusion, féminisation, mais le but ultime, c'est quand même l'égalité. Alors, où est-ce qu'elles en sont concrètement, les entreprises? Quand on lit pas mal d'articles, d'études, on a, et il faut s'en réjouir d'ailleurs, hein, on a quand même le sentiment que les entreprises françaises sont plutôt bien classées. Alors, oui, on progresse. Si on regarde la situation actuelle, oui, les entreprises sont plutôt bien placées. Après, je nuancerais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'hétérogénéité. L'hétérogénéité multiple, j'allais dire. On n'a pas forcément la même situation selon la taille des entreprises. La situation n'est pas tout à fait la même dans les très grands groupes et dans des entreprises plus petites. On n'a pas la même situation lorsqu'on parle des populations. On sait qu'on a des poches où on a des plus grandes inégalités ou une meilleure égalité. Je prendrai juste un exemple dont on avait un petit peu parlé lorsqu'on a préparé ensemble. C'est la situation des femmes seniors qui induit ce gros phénomène qui est largement sous-estimé d'opting out des femmes cadres seniors. On n'a pas également la même situation selon si on vit dans une grande ville ou un milieu rural. Là où aussi on a deux autres types d'hétérogénéité. Le premier, c'est de quel domaine de l'égalité on parle. Si on prend par exemple la féminisation des conseils d'administration, c'est une réussite éclatante. La France est championne du monde. On a plus de 42,7% de femmes. Grâce à la loi Copé-Zimmermann. Grâce à la loi Copé-Zimmermann. Sur la féminisation des COMEX et des CODIR, on progresse à vitesse grand V grâce à la loi RICS. Et là aussi, la perspective de quotas. Exactement. Donc là, on en est à 27,4% de femmes dans les COMEX et les CODIR du CAC 40, 27,3% dans le SBF 120. On est presque arrivé à l'objectif de 2026. Et c'est 2 points de plus que 2 points par an de plus depuis 2021. Exactement. Donc c'est vrai que ça va vite. Donc on a quand même une accélération. C'est le cadre législatif qui permet de faire bouger les choses, mais pas seulement. Pas seulement, parce que si je reprends un autre exemple, qui sont les inégalités salariales, on a encore 11,2% d'inégalités salariales entre les hommes et les femmes en France. On en a encore près de 4% à poste, temps de travail, compétences égales. On n'est pas très bon niveau égalité salariale en France par rapport à d'autres domaines. Et pourtant, on a des lois. Mais effectivement, la loi est un des leviers.
il y a plusieurs leviers. Il y a la loi, il y a les réseaux en faveur de l'égalité des entreprises qui ont fait un boulot absolument extraordinaire. Et au passage, je ne connais pas beaucoup de problématiques aussi importantes qui ont été traitées par des volontaires sur leurs vacances, sur leur midi, sur leur soir. Les réseaux dans les entreprises ont fait un travail absolument extraordinaire. Il y a le travail des associations, l'AM, mais également, par exemple, ToGap, dont l'AM est membre fondateur. Et il y a bien sûr la demande des salariés, les demandes sociétales qui poussent. Donc il y a différents leviers qui permettent de faire progresser. Alors il y a quand même, je reviens au législatif, mais il y a quand même quelque chose qui probablement va permettre aussi d'accélérer les choses, ou en tout cas qu'il faut anticiper, c'est que cette directive européenne sur l'égalité salariale. Elle va venir, là aussi, on a parlé CSRD, autre directive dont il va falloir s'emparer. La directive européenne sur l'égalité salariale, vous nous en dressez les grandes lignes, Corinne ? Oui, alors au niveau effectivement législatif, il y a 4 gros piliers. Copé-Zimmermann, bon, pour simplifier, on peut dire que c'est derrière nous. La loi Rixain, ça a fait son job. Ça a fait son job. La loi Rixain, on avance. Il y a l'index égalité qu'on est en train de retravailler avec le ministère parce qu'il a vraiment besoin d'être amélioré, et cette fameuse directive sur la transparence des salaires. Alors, moi, j'ai envie de demander à vous toutes et tous dans la salle, quels sont parmi vous ceux qui s'estiment bien informés et qui ont déjà commencé à se préparer à cette directive ? Pas beaucoup de mains. Pas beaucoup de mains. OK. Alors, mais ça tombe bien. Alors, cette directive, c'est ce qu'on peut appeler un game changer. C'est une directive qui a été votée par l'Europe en avril 2023 et les États ont 3 ans pour le mettre en application et donc la transcrire dans leur droit français. Donc il ne reste plus que 2 ans alors ? Il ne reste plus que 2 ans. Okay. Il ne reste plus que 2 ans. Elle concerne dans un premier temps les entreprises de plus de 150 salariés et 2 ans après les entreprises de plus de 100 salariés. Donc c'est quand même, le scope est très large. Pour faire très simple, il y a 4 éléments qui sont compris dans cette directive européenne. Le premier, c'est la transparence des salaires à l'embauche. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Le second, c'est la transparence des salaires, non pas seulement à l'embauche, mais tout court. C'est-à-dire qu'un salarié peut avoir le droit, d'ici 2-3 ans, de demander en fait quelle est la moyenne entre hommes et femmes et pour des postes équivalents. Donc, transparence des salaires à l'intérieur de l'entreprise. Le troisième point, qui n'est pas négligeable non plus, c'est le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que lorsqu'il y a suspicion d'inéquité de traitement salarial entre hommes et femmes, ce ne sera plus aux salariés de prouver qu'il y a une inéquité, ce sera à la société de prouver qu'il n'y a pas eu une inéquité, ou qu'il y a eu. Et le quatrième point qui est pas négligeable du tout, c'est qu'il va falloir trouver des instances qui vont mesurer tout ça à l'intérieur des entreprises et que lorsqu'il y aura discussion, il va falloir présenter un plan d'action. C'est-à-dire que lorsque les différences de salaire vont être de plus de 5%, il va falloir que les entreprises présentent leur plan pour remédier à cette situation. Donc c'est vraiment un game changer important. Donc ça, couplé au quota de la loi Rixain qui y arrive, on a véritablement là, probablement 1, 2, 3 années où l'égalité femmes-hommes va être considérablement challengée. Oui, et alors on peut dire considérablement challengé, après on peut dire considérablement outillé. Ce qui va changer aussi, c'est que du fait de la révision de l'index égalité sur lequel on travaille, du fait de la mise en place de la loi Rixain, de cette loi, on va de plus en plus avoir besoin de données chiffrées, on va de plus en plus avoir besoin de mesurer les progrès. Donc quelque part, c'est pour ça... Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de sociétés qui rejoignent l'AM, parce qu'on a besoin d'être outillés, on a besoin de mesurer, on a besoin d'avoir des data. On a besoin d'avoir des outils, des bonnes pratiques, des solutions, des plans d'action. Oui. Et c'est un enjeu de performance, pas seulement
pas seulement de justice ou d'équité d'ailleurs, c'est un enjeu de performance pour les entreprises. C'est un enjeu de performance, à ça aussi, et d'ailleurs, beaucoup de sociétés commencent à le comprendre. Sur la situation de l'égalité, moi, ce qui me frappe toujours en matière d'hétérogénéité, c'est que les sociétés les plus avancées ne sont pas celles qu'on pourrait penser au départ. C'est-à-dire que, je vais par exemple citer Michelin ou Schneider Electric, qui sont des exemples en la matière. Ils ont des pourcentages de femmes cadres qui sont très bas. Et pourtant, ils ont des résultats dans leur féminisation, dans leur progression de carrière des femmes, qui sont bien meilleurs que d'autres sociétés que je ne citerai pas, qui ont des pourcentages de femmes dans leur encadrement qui sont bien meilleurs que quand vous travaillez chez Michelin ou chez Schneider Electric. Donc il y a vraiment des sociétés qui ont vraiment commencé à travailler le sujet sérieusement, qui sont emparées, et ces sociétés-là, elles mesurent et elles s'appuient sur ces outils. L'index égalité, oui, on peut le prendre comme une contrainte, mais c'est aussi un outil. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui disent encore, bah oui, mais moi je les cherche, mais je les trouve pas? Alors elles veulent pas. Ou bien je les trouve, mais elles veulent pas. Alors, j'appelle ça des légendes urbaines. C'est-à-dire que pour les entreprises qui ne sont pas encore dotées d'un plan, d'une vision, d'outils, d'une véritable volonté, il y a des arguments qu'on entend souvent. Le premier argument, c'est moi je veux bien des femmes, mais je n'en trouve pas. Okay, il se peut que dans certains métiers, dans certains secteurs, etc., on n'en trouve vraiment pas. Ceci dit, on a multitude d'exemples où, quand on veut les trouver, quand on les cherche, on les trouve, les femmes. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être la baguette magique et qu'on va pourvoir tous les postes. Mais il y a des méthodologies, pareil, on dit souvent les femmes manquent d'ambition. Il y a une merveilleuse étude qui a été faite par PWN, qui a interrogé plus de 3500 personnes, hommes et femmes, et on s'aperçoit que l'ambition est un levier important pour 90% des personnes interrogées, 88% des femmes et 91% des hommes. Donc on a autant d'ambition. Les femmes sont autant... Par contre, l'ambition est assez genrée. C'est-à-dire que la manière dont les femmes décrivent leur ambition est différente de la manière dont les hommes décrivent leur ambition. Les femmes vont être plus sur des items tels que « je vais me développer », je vais apprendre quelque chose, je vais progresser, etc. Et les hommes vont être plus sur certains systèmes du genre je vais avoir du management, je vais avoir un meilleur salaire. Donc l'ambition n'est pas au service de la même chose, mais elle est là, homme ou femme. Donc c'est pour ça que j'appelle les légendes urbaines. Et vous le disiez, parce que là, pour le coup, justement, c'est tout sauf des légendes urbaines. L'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, vous savez ce qui fonctionne, vous savez ce qui marche, vous savez ce qu'il faut faire pour aller chercher les femmes là où elles sont. Vous me citiez l'exemple d'Orange, par exemple. Christelle Edelman. Alors, bon, en plus, on a à la tête d'Orange une femme, donc Christelle Edelman. Qu'est-ce qu'elle a imposé quelque chose? Je vais vous laisser le dire, mais concrètement, voilà, ça a fait bouger les lignes. Oui, alors à l'AME, on a effectivement beaucoup de bonnes pratiques, c'est notre ADN. Plein d'entreprises ont des bonnes pratiques. Il y a plein de beaux exemples d'entreprises. Il y a d'autres associations qui travaillent. Donc, bref, on connaît, on sait ce qui marche et on sait qu'il y a souvent différentes phases dans les entreprises. Au départ, déjà, on prend conscience, mesurer. Ensuite, il y en a certaines qui se donnent bonne conscience, qui font un peu de saupoudrage. Il y a des entreprises qui travaillent vraiment sérieusement et qui ont des résultats éclatants. Et effectivement, Orange, par exemple, Christelle Edelman, elle a imposé que dans chaque recrutement, il y ait au minimum une femme sur 3 comme finaliste. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a des centaines d'autres. On a des boîtes à outils. Et oui, effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher dans chaque entreprise parce que je ne connais pas une entreprise qui soit exemplaire partout. Certaines sont exemplaires dans les progressions de carrière, d'autres travaillent beaucoup sur le sexisme ordinaire, etc., d'autres sur les recrutements. Alors, il y a un dernier sujet dont vous vouliez parler justement, celui des VSS. Oui. VSS, donc qui sait ce que sont les VSS ?
Alors, tout à l'heure, on a deux mains. Mais là... Bon, les VSS, c'est l'acronyme qu'on utilise sur les violences sexistes et sexuelles. Lorsque on a commencé à travailler ces sujets-là, on n'en parlait absolument pas dans l'entreprise. Lorsque j'ai voulu convaincre ma direction de lancer un plan d'action, jamais je n'aurais parlé de ça, voilà 13 ans. Or, on s'aperçoit que c'est une problématique qui est hyper importante pour les jeunes, pas seulement les jeunes femmes, mais également aussi les jeunes hommes. La notion de violence sexuelle et sexiste monte en puissance dans les préoccupations. On est en train de faire une étude justement pour voir quelles sont les préoccupations sur les différentes générations. On s'attend, c'est ce que notre pilote nous montre, que cette préoccupation n'est pas encore bien perçue et travaillée. Donc il y a des sujets qui émergent comme ça régulièrement sur la problématique de l'égalité qui n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Et sur laquelle il va falloir sensibiliser, on terminera peut-être là-dessus, mais notamment, j'y reviens, mais les managers aussi. Oui, oui. Les RH et les managers, et j'aime bien le thème de la journée d'aujourd'hui, qui est le duo, parce que à mon avis, les RH, elles sont là sur le sujet de l'égalité pour sensibiliser les managers, pour apporter des données. Combien de personnes ont mesuré réellement ou savent quel est le différentiel de prise de parole dans les réunions entre les hommes et les femmes, par exemple? Ça se mesure. On a des études de partout. Donc il y a cette notion de sensibilisation, d'équiper, mais d'équiper pas sur des concepts abstraits, équipés avec des études, équipés avec des chiffres, équipés avec des mesures. On trouve plein de publications, il y en a également en interne, et équipés les managers avec une boîte à outils pour pouvoir y répondre. Donc je crois beaucoup à ce duo RH manager aussi. Merci beaucoup Corinne Hardy. Merci.